Au Mali, l'armée peut revenir, si elle le souhaite, à Kidal, dans le nord du pays, à partir du 1er février, pour reprendre le contrôle de cette ville qui échappe de longue date à l'autorité de l'État malien. On en parle dans ce JT. Au Cameroun, un incendie a ravagé le siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale à Douala. Toutes les archives de l'organisation rassemblées pour créer un centre de documentation ont brûlé. Et puis, le gouvernement local de l'État de Lagos au Nigeria a annoncé une interdiction de mototaxi et tricycles à moteur, une mesure perçue comme une menace pour un secteur qui emploie des centaines de milliers de jeunes. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Mali, l'armée peut commencer à se diriger vers Kidal dans le nord du pays à partir du 1er février prochain pour reprendre le contrôle de cette ville symbole qui échappe de longue date à l'autorité de l'État malien. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la mission de l'ONU, la MINUSMA. Voici les détails. L'armée malienne peut revenir à Kidal dès le 1er février prochain si elle le souhaite. L'annonce a été faite ce mercredi par la MINUSMA. Une commission technique réunie le 24 janvier au quartier général de la MINUSMA à Bamako avait déjà fait le point sur les aspects logistiques et techniques du retour des forces maliennes à Kidal. Dans les faits, quelques centaines de soldats sont déjà à Gao, à environ 200 km au sud de Kidal, et se mettraient en branle le 1er février prochain pour gagner Kidal au bout de quelques jours de piste. Le retour de l'armée malienne à Kidal, aujourd'hui sous le contrôle des rebelles, pourrait être vu comme une affirmation forte de l'autorité de l'État malien sur le territoire dont de larges pans lui échappent. D'après la MINUSMA, cela constituerait une étape déterminante dans la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger de 2015. L'application de cet accord est considérée comme un facteur primordial d'une sortie de crise au Mali, confronté depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes, et aux violences intercommunautaires qui ont fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés. La crise qui s'est propagée aux pays voisins s'est aggravée ces derniers mois. En Libye, 3 enfants sont morts et un autre a été blessé dans la chute d'une roquette près d'une école au sud de Tripoli, la capitale. Ceci malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 12 janvier dernier. Un bilan confirmé par le ministère de la Santé. 2 enfants âgés de 10 et 12 ans ont été tués sur le coup, tandis qu'un autre, 9 ans, a succombé à ses blessures peu après son arrivée à l'hôpital, selon le porte-parole du ministère, Amin Al-Hashimi. D'après des journalistes de l'AFP sur place, le projectile s'est abattu au milieu d'une rue, justant une école dans le quartier d'Al-Abba Al-Badri, à une dizaine de kilomètres au sud du centre-ville. Une deuxième roquette a frappé de plein fouet une maison proche sans faire de victimes, selon les mêmes sources. Les forces loyales au gouvernement d'union ont accusé les troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'ex-libyen, d'être derrière l'attaque. Les forces pro-Haftar mènent depuis avril dernier une offensive pour s'emparer de la capitale Tripoli. Selon l'ONU, les combats ont fait au moins 287 morts et 369 blessés parmi les civils. Les pro-GNA avaient annoncé plus tôt mardi avoir abattu un drone émirati des forces du maréchal Haftar dans l'ouest du pays. La mission des Nations Unies en Libye avait regretté dimanche la poursuite des violences flagrantes de l'embargo sur les armes en Libye, objet d'une résolution de l'ONU en 2011, malgré des engagements pris par plusieurs pays impliqués dans ce pays, lors d'une récente conférence internationale à Berlin. Les forces du GNA ont indiqué sur leur page Facebook que leur défense antiaérienne avait abattu le drone alors qu'il survolait une zone sous leur contrôle à l'est de Misrata, à 200 km à l'est de Tripoli. Depuis le début de son offensive contre Tripoli, les pro-Haftar ont pris un avantage aérien grâce à des drones et leurs tirs de précision. En face, le GNA s'est tourné vers Ankara,
qui soutient ouvertement ses forces pour s'équiper de drones moins sophistiqués de type Bayraktar, dont plusieurs ont été abattus par ses rivaux. Le Cameroun, à nouveau frappé par une attaque djihadiste, la secte islamiste Boko Haram a mené un assaut dans l'extrême nord du pays. Le bilan établi par les autorités locales est de 5 morts. Des précisions à travers cet élément. C'est dans le village de Blaram, près du lac Tchad, qu'a eu lieu l'attaque. L'assaut du groupe Boko Haram a entraîné la mort de 5 civils. 2 militaires ont été blessés, a indiqué un responsable sécuritaire, précisant qu'un poste militaire a été incendié. Les combattants de Boko Haram ont attaqué le poste vers 1h du matin. Il y a eu des combats entre eux et les militaires, mais ceux-ci ont fait un repli stratégique parce que les assaillants étaient plus nombreux, a expliqué un autre responsable local. Selon eux, les civils ont été abattus dans leur domicile par les djihadistes à la recherche de militaires. Le village de Blaram se situe sur la TFM près du lac Tchad. Depuis plusieurs mois, les attaques djihadistes se sont intensifiées autour du lac, une vaste étendue d'eau truffée d'îlots et de marécages partagés par le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria. C'est au Nigeria qu'est née l'insurrection de Boko Haram en 2009 avant de se propager dans les pays voisins. La faction affiliée au groupe de l'État islamique est particulièrement active dans cette zone. Restons au Cameroun où un incendie a ravagé le siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale à Douala. Toutes les archives du réseau qui avaient été rassemblées pour créer un centre de documentation ont brûlé. Les pertes sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Les images. Cet incendie qui a ravagé le siège du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, RIDAC, à Douala, a causé d'énormes pertes, notamment des archives rassemblées pour créer un centre de documentation. Il intervient surtout après des agressions physiques sur la personne de la directrice exécutive de l'organisation, Maximilienne Gombe, mais aussi à la suite de vols par effraction enregistrés dans les locaux du RIDAC les années précédentes. Les pertes causées par cet incendie sont estimées à plusieurs millions de francs CFA. Mais c'est tout un travail de 10 ans. Les recherches sur les violations des défenseurs, les recherches sur les menaces, les recherches sur les libertés d'association, la liberté d'opinion, les recherches avec la Commission africaine, les recherches dans les 10 pays de l'Afrique centrale. Et puis j'avais des livres, des cartons et des cartons de livres qui m'ont été donnés comme un don parce que nous sommes en train de mettre en place un projet pour un centre de documentation et de recherche. Donc tout ça est parti. Tout le monde qui est passé là, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les huissiers, que ce soit le conseil juridique de l'EDAC, tout le monde a dit que c'est criminel et que ce qu'on a même utilisé, c'est le carburant. La deuxième chose, l'indice, c'est qu'ils ont sectionné, quelqu'un a sectionné, n'est-ce pas, la caméra qui enregistre cette partie. Donc ça veut dire bien que c'est quelqu'un qui voulait faire du mal au RIDAC. Les circonstances de cet incendie restent floues. Une enquête sera ouverte pour déterminer les véritables causes, selon le commissaire central de la police, joint au téléphone. Mais en attendant les résultats de l'enquête, l'avocat de l'organisation privilégie une piste criminelle et promet de porter plainte. Le président sénégalais Macky Sall a accueilli le président turc Recep Tayyip Erdogan à Dakar pour sa visite officielle d'État. La Turquie qui mise notamment sur le soft power à travers l'éducation et la création de centres culturels au Sénégal est perçue comme un partenaire de taille. Reportage. Recep Tayyip Erdogan est arrivé mardi soir à Dakar, accompagné des ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Industrie et de l'Énergie, après des étapes en Algérie et en Gambie. Plusieurs accords doivent être signés au cours de cette visite officielle. Un forum économique des représentants du secteur privé est également au programme. C'est le 4e déplacement de Recep Tayyip Erdogan au Sénégal depuis 2013. Le président turc est en terre inconnue, accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques, les investisseurs turcs déjà présents dans des projets d'envergure. L'aéroport international Blaise Diagne, le complexe sportif Dakar Arena, l'habitat,
la sidérurgie. L'objectif à court terme est de porter le volume des échanges commerciaux à 400 millions de dollars. La Turquie est un partenaire de choix pour Dakar. La présidence sénégalaise souligne les affinités culturelles, sociales et religieuses entre les deux pays. Et au-delà des relations commerciales bilatérales, cette visite va dans le sens d'une diplomatie turque très active sur le continent. Le partenariat sud-sud mis en avant par la Turquie est devenu géostratégique selon les chercheurs. L'engagement récent de la Turquie dans la crise libyenne, les efforts de coopération militaire et sécuritaire avec un nombre de pays de la région, dont le Mali, le Niger et le Sénégal, avec l'organisation de salons d'armement et de sécurité, en lorgnant bien les marchés de la reconstruction qui ne manqueront pas dans ce Sahel en plein conflit, en sont les preuves irréfutables. La Turquie mise aussi sur le soft power, son influence à travers l'éducation et la création d'un centre culturel au Sénégal. Le gouvernement local de l'État de Lagos, connu pour ses embouteillages monstrueux, a annoncé une interdiction totale des mototaxis et des tricycles à moteur. Cette mesure, qui entre en vigueur dès le 1er février prochain, est perçue comme une menace pour un secteur qui emploie des centaines de milliers de jeunes. Reportage. Ces deux moyens de transport sont également utilisés par des millions de personnes, parmi les plus pauvres, face au manque criard de transport en commun. Le gouvernement de l'État de Lagos veut agir fort contre la menace des motos et des tricycles commerciaux, ont écrit lundi les autorités sur Twitter, justifiant cette mesure radicale par les chiffres effrayants d'accidents mortels sur les routes. Cette mesure radicale et sans annonce préalable devrait être appliquée dès le 1er février dans les principaux districts de la ville, cœur économique de l'Afrique de l'Ouest, dans les quartiers commerciaux populaires, stratégiques et particulièrement animés. J'ai entendu la nouvelle hier. Conduire des kékés et des okadas, c'est notre métier. C'est comme ça qu'on se nourrit et qu'on nourrit nos familles. Mais si le gouvernement les interdit, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous travailler? Ils disent qu'ils veulent interdire les okadas. C'est un problème pour nous. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous sont ici depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans. Nos enfants sont des citoyens de Lagos. S'ils interdisent les okadas, on n'aura plus de travail. Vous voyez ce vulcanisateur, réparateur de pneus? Si les okadas n'étaient pas là, il n'aurait pas de travail. Ce mécanicien, il ne pourrait pas avoir de travail. Même les gens du marché. C'est pour ça que c'est une mauvaise décision. Il faut réfléchir en plus. Nous avons voté pour ce gouvernement, voyez-vous. Je suis un utilisateur d'okada. S'ils interdisent les okadas, cela augmentera la criminalité dans l'État et dans d'autres États. Il faut leur laisser plus de temps. Il faut leur trouver un autre emploi avant de les interdire. Les autorités ont depuis longtemps essayé de mettre de l'ordre dans le chaos du transport d'okadas et des kékés. En 2010, le gouvernement de Lagos a passé une loi interdisant aux chauffeurs de motos de transporter des femmes enceintes ou des enfants ou des mères portant leurs enfants sur le dos. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.